Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bonsoir. Certain nombre de points chauds que vous avez évoqués sont très importants et on l'a vu déjà, plusieurs de mes collègues ont évoqué un front froid qui, en dépit de sa faible température et d'importance, c'est celui de la relation que nous avons avec la Chine et l'évolution du comportement international de la Chine qui est très problématique. Ici, en tant que parlementaire, nous sommes très mobilisés sur ces questions. Je suis vice-président de l'Alliance interparlementaire sur la Chine qui regroupe 23 parlements plus le Parlement européen et nous nous faisons fort d'essayer d'avoir des propositions bipartisanes dans l'ensemble de nos pays occidentaux pour procéder ensemble. Une des mesures a été, face à ce qui s'est produit avec la loi de sécurité nationale, de demander l'abrogation ou la suspension des traités d'extradition qui existaient entre la France et Hong Kong. Et nous avons apprécié que la France, d'ailleurs de concert avec l'Allemagne, début août, ait pris cette décision de suspendre. Nous interrogeons cependant sur un autre traité, qui est le traité d'extradition entre la France et la Chine, signé en 2007, ratifié avec beaucoup de difficultés d'ailleurs dans cette Chambre en 2015, qui pose un problème parce que quand on en tire le bilan, le résultat est totalement déséquilibré. Nous avons eu droit à un enlèvement en février 2017 d'une personnalité atteignant totalement notre souveraineté. Nous avons eu des pressions pour demander l'expulsion de Madame Gao Jie, la compagne de l'ancien président excusez-moi, d'Interpol, Monsieur Meng Hongwei. Et donc nous avons ici un souci. Pardon, oui. Ah oui, d'accord. Non, mais je peux m'exprimer aussi. Je termine ma phrase. Merci. Oui, oui, Hongwei. Oui, oui. Donc, nous avons un questionnement qui est est-ce que cet accord d'extradition, puisque nous avions eu en plus des rétorsions de suspension de la coopération policière de manière unilatérale avec la Chine et une moindre coopération judiciaire sur le dossier économique et financier, qu'entend faire aujourd'hui le gouvernement français? Est-ce que nous pouvons le suspendre temporairement, en tous les cas, faire passer un signe à la Chine, au pouvoir qui dirige la Chine actuellement, qu'il y a un déséquilibre total dans les accords qui avait été voté en 2015. Je vous prie de m'excuser pour ma longueur, Monsieur le Président. Non, André, c'est moi qui te prie de m'excuser, mais étant le maître des horloges, je suis obligé de respecter et l'horaire du ministre et la possibilité pour chacun de parler. Et donc, dernier intervenant, Pascal Alizard. Monsieur Gattolin, on a suspendu le traité d'extradition avec Hong Kong. On l'a bien fait. On maintient cette position et on l'a fait aussi en solidarité avec les Britanniques. Sur le traité d'extradition avec la Chine, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour pour nous. Mais d'une manière générale, je pense qu'il faudrait bien décliner le triptyque que j'évoquais tout à l'heure en répondant à M. Cadic en séance plénière des questions d'actualité à l'égard de la Chine. Et c'est pas facile à faire. C'est qu'on a 3 champs différents. Il y a un champ de coopération qui existe, qui est un champ de coopération d'abord dans le domaine international sur certaines questions, et en particulier sur la question climatique, sur la biodiversité. Sur ces sujets-là, on est vraiment acteurs ensemble. Et ça permet parfois de faire avancer les affaires. On prend des initiatives ensemble, on fait des communiqués ensemble, on fait des démarches ensemble, y compris des financements, j'évoquais ça tout à l'heure. Et là, nous n'avons pas l'ombre nationale. C'est notre intérêt, c'est le leur. Généralement, quand c'est l'intérêt de l'un et de l'autre, ça marche. On est concurrents, deuxièmement, et en matière de concurrence, on se bat sur les normes, on se bat sur les indications géographiques, on se bat sur les critères d'investissement, on se bat sur la transparence, et on a toute une série de choses sur lesquelles on avance, on recule, on avance, on recule, mais chacun marque des points, on essaye. Donc nous avons une longue discussion avec eux sur un certain nombre d'investissements, nous avons une longue discussion sur les questions agricoles, bon, c'est en permanence. Et c'est dans ce paquet-là qu'intervient d'ailleurs Huawei, puisque sur Huawei, notre position elle est très claire. Elle est pas de discrimination,
mais pas d'atteinte à notre sécurité. Et c'est nous qui décidons les critères d'atteinte à notre sécurité. Et on dit aux Chinois, et vous faites pareil, vous, finalement. Et plutôt moins bien que nous, parce que la non-discrimination, ce n'est pas tout à fait votre sujet. Et s'ils m'entendent d'ici, je le redis. Donc nous sommes sur cette logique-là. Et le troisième point, donc j'ai dit concurrence, et le troisième point, c'est rivalité de système, rivalité idéologique majeure. Et donc, nous essayons en permanence de tenir ce discours-là, avec quand même une sortie de la naïveté de l'Union européenne sur le sujet. Même l'histoire suédoise le montre. À l'égard de c'est très radical, mais elle montre une sortie des acteurs, une sortie de l'Union européenne de la naïveté sur le sujet, puisque, alors vous avez évoqué, je passe d'une question d'un interlocuteur à l'autre, vous avez évoqué le report du sommet UE-Chine. Il y a eu une rencontre en visio Union européenne-Chine. Avec le président Charles Michel, Madame von der Leyen et la présidente Merkel, puisqu'elle est présidente en exercice de l'Union européenne, et le président Xi, qui a été une rencontre dure, comme jamais j'avais connu, de fermeté à l'égard des investissements. C'est à ce moment-là qu'ont été reconnues les indications, un certain nombre d'indications géographiques protégées, mais ces investissements, ça a été très dur et c'est pas fini. Nous souhaitons qu'il y ait une rencontre à 27 plus 1. Et plus je rencontre mes homologues européens des 27, plus je constate que l'hypothèse antérieure qui était d'avoir une configuration qui s'appelle 17 plus 1, c'est-à-dire certains pays de l'Union européenne avaient une relation particulière avec la Chine, on appelait ça le 17 plus 1, puis la Chine faisait ses affaires sur le marché. Nous avons toujours tenu la ligne, ça ne peut être qu'avec l'Union européenne, c'est le seul interlocuteur dans le domaine commercial, d'ailleurs c'est le seul interlocuteur, mais la Chine contournait, et puis il y avait des complices. Ça marche de moins en moins. Oui, mais il y a certains, je ne vais pas faire le descriptif là, il faut que j'arrête, qu'on referme le micro, mais je vois de plus en plus d'homologues que l'on considérait comme assez amis de la Chine, que la Chine considère comme ça, et bien, non, c'est fini, 17 plus 1, on revient au 27 plus 1. Donc l'enjeu principal aujourd'hui, c'est qu'il y ait un partenariat unique entre l'Union européenne et la Chine, et qu'on se batte sur les normes et sur la transparence de nos relations sur la partie concurrence. Sur la partie complémentarité, bon, normalement, ça devrait on doit pouvoir avancer. Et sur la partie combat idéologique, ben, c'est le combat majeur politique et qui s'est aggravé depuis le 19e congrès du Parti communiste chinois, depuis, où finalement la Chine est dans une logique je serai la première nation du monde en 2049, 100 ans après l'arrivée de Mao Tse-tung. Donc, ce combat-là, ben, l'Europe ne peut le mener que unie. Autrement, il perd.